Salutations les amis, Ciné Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Briefs Ciné qui concerne un film que je n'ai pas du tout aimé. Ouais, aucun spoil, vous pouvez même arrêter la vidéo ici. Gladiator 2. Utilité de ce film? Nécessité de ce film? Pourquoi? Comment? Autant de questions auxquelles je vais répondre au travers de deux parties. La première sans spoil, que vous pourrez consommer, que vous ayez vu le film, la bande-annonce ou aucun des deux. Et la partie spoiler, où là je vous recommande non pas d'avoir vu le film, mais de vous en battre les noisettes et de la regarder. Parce que ne perdez pas 2 heures et quelques de votre temps à aller voir ce film qui n'est là que pour flatter l'ego de Ridley Scott qui a largement perdu de sa splendeur d'antan. Voilà, cette phrase, je pense qu'elle résume à peu près tout ce que je pense de Ridley Scott aujourd'hui. Franchement, le mec se fait des passes décisives à lui-même. Voilà. Oh, j'ai adoré ce que j'ai fait dans les années 2000, et si je faisais une suite 20 ans après? Oh, quelle bonne idée! Parce que j'étais tellement fort à cette époque-là. Franchement, je mérite des hommages. Je pense que le mec est dans un miroir, est devant un miroir, pardon. Il est peut-être même carrément dans le miroir, finalement, ouais. Et il se parle comme ça, puis il se dit mais carrément, je dois faire ce film! Hein? L'héritage de Maximus, Decimus, Meridius? Bon, sans plus attendre les amis, la partie no spoil avec le synopsis de ce film et les raisons de pourquoi je n'ai pas du tout passé un bon moment. Je vais bien sûr apporter un petit peu de nuance à tout ça, je ne suis pas là pour répandre du sel comme ça partout, un petit peu quand même parce que je fais ce que je veux ici, mais bon, soyons un petit peu constructifs. Le film a de très belles images, voilà, vous êtes contents, j'ai donné un point positif, maintenant on va passer à tout le reste. Non, c'est vrai, le film commence sur une scène, c'est pas un spoil, hein, c'est un grand combat, une grande guerre, dans toujours cette dynamique de la conquête de Rome, donc on est sous l'ère des empereurs jumeaux. Voilà, ces deux mecs-là, avec leur nom associé, merci. Eh bien, ça fait partie aussi des aspects positifs du film. J'ai beaucoup aimé ces deux frères jumeaux, enfin jumeaux pas vraiment, mais ils sont tous les deux complètement zinzin. Et ils ont ce truc de rendre un espèce d'aspect fantasy, mais dark fantasy au film. Ah, je vais peut-être un peu loin, mais vous voyez, j'ai essayé de pousser un petit peu les points positifs au paroxysme. C'est-à-dire que quand on les voit, on se dit, mais c'est dingue, on a l'impression qu'on est dans une contrée obscure, gouvernée par les ténèbres, quoi. En plus, c'est le cas, parce que Rome, à cette époque-là, au moment de Gladiator 2, du coup, c'est la corruption totale dans toutes les rues et ruelles. Vraiment. Ça conspire pour renverser le gouvernement conspire pour éliminer ceux qui conspirent. C'est terrible. C'est une époque de trouble absolu et de convoitise, de trahison totale. Voilà. Bon, qu'est-ce qui lie ce film au premier? Eh bien, le protagoniste principal, dont je ne révélerai pas les origines, mais si vous avez bien regardé les bandes annonces, peut-être qu'il y en a une qui ne révèle pas le truc, donc je vais rien dire, mais voilà, il a donc... il y trouve une légitimité à être là. Le problème de ce personnage principal, Allo, il s'appelle comme ça, hein, enfin c'est pas son vrai nom mais vous comprendrez plus tard, eh bien lui, il n'y a pas de problème au fait qu'il soit dans ce film. Le souci c'est qu'il se fait voler la vedette par l'autre personnage que j'aurais aimé être le personnage principal, à savoir le général Acacius incarné par Pedro Pascal, oh putain j'arrive pas à le dire, Pedro Pascal, alors Pedro Pascal qui a en ce moment le vent en poupe, hein, excusez-moi du peu, mais le mec était dans Mandalorian pour Star Wars, alors bien sûr, sous son casque, on pourrait mettre n'importe qui, on pourrait mettre José le chasseur de primes, ça serait pareil. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est passé un peu plus tard, parce qu'il en avait marre qu'on voit pas sa gueule. Il a quand même une sacrée tête, ce mec. Hein. Il avait fait aussi un prince dans Game of Thrones, mais je sais plus son nom. Mais voilà, il a combattu à un moment donné la montagne, il s'est fait exploser la gueule. Voilà, si vous avez pas vu cette scène, ben désolé. En tout cas, Mandalorian après, il a fait aussi Wonder Woman 1984. C'était de la grosse merde. En plus, il incarnait Lord Maxwell, donc le grand méchant. Oui, je me rappelle de son nom. Oui, j'ai fait mes devoirs. Et que je n'aurais pas dû voir ce film parce que c'était pas la peine. Voilà, donc il a fait des rôles comme ça. Et donc plus récemment, on l'a un petit peu découvert de toute autre manière, et de très belle manière, avec The Last of Us, la série, qui passait donc sur HBO et tout, qu'on a eu sur Prime, etc. Donc voilà, Pedro Pascal, moi je l'aime bien. Franchement, je vous le dis, je l'aime bien. Et dans ce Gladiator 2, bah pour moi, c'est l'un des points positifs que je pourrais dire. Vous avez vu, je dis que du positif, entrecoupé de pourquoi ce film existe. C'est quand même la question numéro 1 qu'il faut se poser. Bon, le personnage principal a une légitimité, pas de problème. Mais j'aurais aimé que du coup, vu que le deuxième personnage, à mon sens, vole la vedette au premier, le général Acacius, comme je le disais, incarné par Pedro Pascal, j'aurais aimé qu'en fait le film ce soit lui, et c'est tout.
Parce que lui, il a une vraie mission. Sa mission, c'est de renverser le gouvernement en place. Et il est en train de faire les choses pour ça. Sauf qu'en même temps, il doit obéir à ses obligations, pardon, ça fait un petit peu redondant, mais à ses obligations de conquête ordonnées par les deux empereurs, à savoir se rendre en Afrique, etc., pour ramener des territoires à l'Empire de Rome. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va trouver ce fameux Halo, et donc le prendre en tant que prisonnier et le foutre dans l'arène. Et là, on va découvrir un autre personnage qui est encore une fois l'un des points semi-positifs, donc je vais en parler de deux manières, à savoir Denzel Washington, qui incarne le... Alors j'ai plus son nom dans le film, désolé, mais en tout cas il incarne ce... Comment on dit, le gars qui chapeaute un petit peu tous les gladiateurs, en gros. C'est un peu le bookmaker des combats et tout, enfin il a ses propres gladiateurs, et il en affronte d'autres qui appartiennent à d'autres promoteurs de combats. Je suis désolé des termes, hein, c'était pas les bons. Et le problème de Denzel Washington, c'est, hormis le fait que son personnage a un très bon développement dans le film, et ça c'est appréciable, voilà, un personnage de couleur qui connaît une certaine ascension quand même dans l'Empire de Rome, j'ai trouvé ça super bien, en plus il a une petite revanche sur la vie à prendre, et tout ça, ça nous est raconté, hein, donc voilà, c'est très très bien. Le problème étant, vous avez confié ce rôle, putain, c'est incroyable cet accent, vous avez confié ce rôle à Denzel Washington. Denzel Washington, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai un problème avec ce gars. Moi je l'ai découvert avec Equalizer 1, après j'avais regardé Man on Fire aussi, mais en fait je me suis vite aperçu que ce mec a une seule façon de jouer tous ses rôles. Il a toujours ce truc à être un petit peu... Putain, on a l'impression qu'il est en transe tout le temps quand il joue, quoi. C'est terrible, j'aime pas du tout sa façon de jouer. Alors là c'est purement personnel, en même temps cette vidéo est très personnelle. Donc, là dans le film, vous verrez non pas le personnage qu'il incarne, mais vous verrez bien Denzel Washington incarner tous les personnages qu'il a incarnés dans sa filmographie, surtout dans les Equalizer, parce que je me suis tapé le 1, 2 et 3. Oui, j'ai quand même bien aimé ces films, désolé. Mais j'aime bien les films d'action bas du front, donc ça passe toujours avec moi. Il incarne ce personnage de la même manière, avec les mêmes mimiques tout le temps, c'est trop chiant. Donc moi il me sortait du film à chaque fois, parce que quand je le regardais, en fait je regardais Equalizer 12, voilà. Donc c'était chiant. Et pourtant je vous dis, ce personnage a un bon développement. Voilà. Ensuite il y a un point d'ancrage entre les deux films, hormis le protagoniste principal, Halo, mais il y a surtout cette femme. Alors je mets ici, mais ça peut très bien être là. Hein. Ça dépend de l'incrustation que je ferai en post-prod. Bien ce personnage-là, vous devez le reconnaître, puisqu'il s'agissait tout simplement de la sœur de Commodore. Eh oui, incarnée par la même actrice, s'il vous plaît, qui a bien vieilli sa mère, quand même. Donc vous verrez, il y a des moments en plan fixe sur elle, ses lèvres bougent à peine, je pense qu'elle a eu recours à peu près 14 opérations de chirurgie esthétique, si bien qu'aujourd'hui, en fait, c'est une poupée de cire, quoi. Donc moi, ce personnage... Dans le film, ça m'a un petit peu fait rire, quoi. Je me suis dit, allez, on sort les squelettes du placard, et vous avez vu, c'est elle, hein. Bon, vous savez, la mère de Lucius, voilà. Et donc, qui avait subi un petit peu d'inceste avec Commodore, voilà, incarné par Joaquin Phoenix. Vous avez vu à quel point tous mes débriefs ciné se raccrochent comme ça, les uns aux autres, on dirait des atomes. Et oui, Joaquin Phoenix, j'en ai parlé avec Joker 2. Regardez là, Commodore, Joaquin Phoenix, avec cette nana-là. C'est quand même fou cette chronologie que j'ai. On dirait Ubisoft avec leur univers partagé, vous savez, c'est ce truc mythique. Bref, je m'écarte du sujet. En tout cas, voilà un petit peu les choses. Le protagoniste principal va être dans l'arène et va avoir un petit peu ce travail d'ascension à la manière de Maximus en son temps, eh bien, pour espérer gagner le glaive en bois et sortir en homme libre de ce merdier. Là où par contre l'histoire va un petit peu plus loin que le premier, et heureusement parce qu'on est quand même sur Gladiator 2, parce que le film est une copie conforme du 1, je pourrais m'arrêter là et vous dire que il fait tout moins bien que le 1. Et ce serait vrai. Mais je vais quand même aller un petit peu plus loin en vous disant que heureusement que Gladiator 2 propose en sous-bassement des jeux dans le Colisée, et bien toute cette intrigue politique de nous voulons défoncer les deux empereurs parce qu'ils sont complètement zinzes et qu'on voudrait mettre une vraie démocratie en place. Donc il y a un putsch qui s'organise, il y a, comment on dit déjà là, un coup d'état, voilà, avec une partie de l'armée romaine, qui sera confrontée donc aux prétoriens, on imagine bien, puisque les prétoriens sont au contact même des empereurs. Voilà, bon, le général Cassius est au centre de tout ça, et on a ces deux personnages qui évoluent.
en parallèle, avec toujours une prédominance pour Halo, qui est censé être le personnage principal. Ah, ça me déchire la gueule de le dire. Voilà, je pense que pour la partie no spoil, on est pas mal. Je vais pas aller plus loin. Voilà, moi je n'ai pas aimé. Je vous le dis, j'ai passé un moment qui était... Le film n'était pas long, c'est pas le cas. Par contre, il était très très mal amené. C'est-à-dire que systématiquement, vous aviez jour 1, des jeux dans le Colisée. Jour 2, les gladiateurs se reposent et les intrigues politiques sont fomentées. Jour 3, des jeux dans le Colisée. Alors à chaque fois, hein, on essaie de faire des choses un peu plus grandioses. Et ça marche pas trop, ça marchote. Parce qu'en fait, vous avez certainement vu ça sur le trailer. À un moment donné, vous avez carrément le Colisée qui est rempli d'eau. Et deux bateaux, deux galères qui viennent galérer. Parce que c'est le cas de le dire. Hein. Les combats, quels qu'ils soient, à part la séquence d'intro, où je pense que le budget complet du film a été dédié à cette partie-là, qui dure 10 minutes, je crois, lorsque le général Cassius arrive avec ses hommes dans le territoire visé par les conquêtes romaines, et qu'une énorme guerre semi-maritime et terrestre s'engage, ça, les 10 premières minutes du film, elles vous en mettent plein la gueule. Et je dirais même que c'est un petit peu triché avec nous en tant que spectateurs, parce que le reste du film est beaucoup plus mollasson et beaucoup plus... comment on pourrait dire, cheap, franchement. Ouais, franchement, je vais utiliser ce mot, oui. Le reste du film est cheap, donc c'est dommage. Les séquences de combat, Ridley Scott ne sait pas faire des séquences de combat. Ça n'a jamais été le cas. Donc ça ne déroge toujours pas la règle, puisque le monsieur veut tout faire lui-même, veut tout diriger, parce que c'est un petit peu l'être omniscient, c'est un petit peu Primus le sage. Donc nous allons avoir un Ridley Scott qui va tout chapeauter, tout vouloir chapeauter, mais le faire à sa sauce. Donc les combats sont d'une mollassitude incroyable. Moi qui fais des arts martiaux depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant je crois que ça fait 24 ans que je fais des arts martiaux, sport de combat, arts martiaux, moi les séquences de combat, j'ai un œil, j'aime pas dire ça, mais j'ai un œil un peu plus expert du coup qu'un néophyte, et du coup je vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et les combats au glaive sont d'une tristesse. Voilà, ça c'est l'essentiel des combats du film. Tous les jeux de l'arène, je les ai trouvés absolument dispensables. Dispensable pour un film qui s'appelle Gladiator, ça serait compliqué, mais disons que là où on devrait trouver un point d'orgue pour le film, finalement c'est des séquences qui sont redondantes, qui n'apportent rien, et qui ne sont pas d'un grand spectacle. Sauf si l'on considère réellement l'aspect esthétique, auquel cas, là oui, on doit le reconnaître, les images sont très belles. Y a pas de problème, Ridley Scott, tu as sûrement une très belle caméra Blu-ray, j'y connais rien, je dis des conneries, mais voilà, c'est très bien filmé, il n'y a pas de souci. Sauf les séquences qui nécessitent un peu plus de dynamisme, où là, c'est le bordel absolu, et franchement, c'est de la merde. Voilà, donc non, ça n'a pas marché pour moi. Voilà. Donc ce film, c'est une vraie déception, je n'en attendais pas grand-chose. Je vous le dis pourquoi, parce que quand j'ai vu popper Gladiator 2 dans les films attendus, dans les films annoncés, je me suis dit, mais pourquoi ? C'est un film qui se suffisait à lui-même. Et moi qui suis partisan quand même, j'aime bien avoir des suites aux films que j'aime. Mais j'aime bien avoir des suites aux films que j'aime qui ont des fins ouvertes, qui ont des fins où on dit « Ah, on pourrait développer l'univers, allons-y !» Gladiator, putain, Maximus, avec sa mort dans l'arène à la fin, c'est fantastique. On doit, pour que quelque chose devienne une légende, elle doit mourir. Boum, là j'ai cité Metal Gear Solid. C'est incroyable, ça c'est des œuvres voilà, qui sont folles, quoi. Et non, ce Gladiator 2... mais limite, on dirait un remake du 1, mais mauvais, quoi. C'est fou, mais c'est fou, hein, vraiment. Je comprends pas que on s'appelle Ridley Scott, on a fait un phénomène de cinéma comme Gladiator, le premier du nom, et qu'à ce point on puisse merder sur la suite, déjà sur le fait d'avoir cette idée de faire une suite, c'est complètement fou. Franchement, c'est fou. On est sur le même cas que Todd Phillips avec Joker 2, mais pourquoi oui, tu voulais aller chercher Harley Quinn, mais si c'était juste pour aller chercher Lady Gaga, mais calme-toi mec, fais un autre film. Comme avec Bradley Cooper et puis Lady Gaga qui ont un film qui ne s'inscrit pas dans l'univers DC. Voilà, mais il fallait faire des choses comme ça, mais non, il faut surfer sur le succès des premiers. Voilà, c'est comme ça, parce qu'apparemment l'industrie fonctionne... Peut-être que si ce film s'appelait Prétorien, eh bien, peut-être que ça n'aurait pas marché. Alors il fallait l'appeler Gladiator 2, c'est ça la morale? C'est terrible, terrible. Donc moi ça me gonfle. Et si vous avez vu mon débrief ciné sur Transformers 1, Transformers le commencement, vous avez compris que moi en ce moment les films, c'est compliqué. C'est compliqué, je commence les films live action, tout ça. Je trouve que l'industrie cinématographique arrive dans un petit peu un tournant où on n'arrive plus à créer de nouvelles choses.
Donc c'est soit on crée des choses, hein, le mot est grand, soit on poursuit l'héritage des films précédents et auquel cas on fait des suites, soit on fait des remakes mais qu'on n'appelle pas pareil, mais en fait c'est carrément la même histoire que tel film, tu vois. Ça me gonfle parce que du coup, il y a un vrai manque de créativité. Et si on regarde ce que je viens de souligner là pour les films, les séries et tout, les séries c'est différent. Les séries, moi je trouve qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus consommateur de séries que de films, parce que je trouve que le traitement des personnages est différent, bien meilleur d'ailleurs au passage, que les budgets des séries deviennent tellement faramineux qu'on est un petit peu sur des petits films à chaque fois, chaque épisode. Star Wars, The Acolyte par exemple. Voilà, non, j'ai une vraie préférence pour les séries en ce moment, enfin depuis un certain temps même, et quand on parle de films, bah moi film d'animation ça me parle carrément plus, parce que bah j'ai pas été biberonné au film d'animation en fait. Donc j'ai l'impression de redécouvrir le cinéma d'une autre manière, et j'aime ça. Mais les films, live action traditionnels, ne fonctionnent plus vraiment avec moi. Et ça devient un problème. Ça me fait chier moi-même, hein, franchement, de vous dire ça. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, quand je paye un ticket pour aller au ciné, déjà je le paye 5 € grâce à mon CE, et heureusement, parce qu'elle est payée, combien là, 11-12 balles les tickets là, pour aller voir des films... Non. Moi je mettais pas plus de 5 balles pour aller voir Gladiator 2. Franchement, je vous dis, j'aurais pas eu une place avec mon taf, je ne serais pas allé le voir, j'aurais attendu qu'il pop sur MyCanal, parce que je saurais qu'il serait arrivé à un moment donné, dans 4-5 mois. Voilà, on en est là, pour moi. Je sais pas si vous partagez ce sentiment, donc dites-le en commentaire, ça m'intéresse d'échanger avec vous sur votre sentiment actuel au niveau du cinéma, mais là on est parti pour plusieurs débriefs ciné où ça va pas être folichon hein, avec les films à venir. Je vous le dis, j'ai très peur de Superman, j'ai envie d'apporter de l'énergie positive et des ondes positives pour ce film, mais j'ai très peur. Voilà les amis pour la partie no spoil, on va passer à la partie spoiler où je vais vous révéler les origines du personnage principal et tout un tas de choses, et vous comprendrez, c'est dommage si vous restez pas jusqu'au bout, parce que vous comprendrez vraiment pourquoi je n'ai pas aimé le film, surtout dans cette deuxième partie, parce que je vais vraiment aller sur les vrais problèmes scénaristiques du film. Ouais, et c'est ça qui pose vraiment souci. Les amis, merci pour ceux qui m'ont suivi, et on passe à la partie spoiler. Vous voilà dans cette partie tant attendue, où je vais pouvoir déverser encore plus de sel, telle la mer morte, sur ce film. Parce que oui, clairement, là, je vais aller vous révéler les choses qui vont poser problème et qui sont importantes dans l'histoire. Donc, Halo, qui est Halo? Ce personnage que le général Acacius va ramener comme trophée de guerre sans savoir qui il est vraiment, en tant que gladiateur, aux côtés d'autres de ses camarades, évidemment. Donc, le général Cassius a remporté cette énorme guerre et cette conquête de territoire, et donc il a ramené les prisonniers pour le Colisée, pour alimenter les jeux, parce que les deux empereurs jumeaux qui sont complètement fous, la légende raconte que ces deux empereurs ont été allaités par une louve, et que ça les a rendus complètement zinzin, parce qu'en fait ils ont une espèce d'ADN animal, quoi, en fait, en eux, et c'est carrément le cas. L'un des deux frères est plus atteint que l'autre. D'ailleurs, l'un des deux frères, celui qui est un peu moins cinglé, et encore, il est bien cinglé quand même, c'est le personnage de Eddie dans Stranger Things. Incroyable de le voir là. Je l'ai aussi vu avec un rôle beaucoup plus majeur dans Sans aucun bruit, jour 1. Voilà, je vous en ai pas fait de débrief ciné parce que le format, je l'avais pas encore établi sur la chaîne, mais très bon film aussi celui-ci. Et c'est l'un des personnages principaux. Ils sont deux. Voilà. Donc Eddie, cet acteur, je connais pas son nom, d'acteur justement. Je connais que son nom dans Stranger Things, donc je l'appelle Eddie partout. Celui qui a la guitare électrique et tout. Eh bien, il incarne l'un des deux frères jumeaux, et donc on voit qu'il a l'ascendant sur son frère. Sur toutes les décisions importantes et tout, c'est lui généralement qui est le maître d'œuvre. Et donc son frère, lui, il est zinzin, plus 12, il a un petit singe avec lui avec une laisse, et il veut tuer tout le monde. Voilà, donc lui il veut du sang, des gens démembrés, des gens qui sont mangés par des singes. Oui, cette scène existe dans le film. Donc, et ça c'est pareil. Ridley Scott, premier jeu dans le Colisée, il nous faut des mecs noirs, hein. Mettez-nous des noirs là un petit peu dans le Colisée, avec d'autres gens de leur peuple là, c'est-à-dire Halo par exemple, qui était avec eux. Mettez-les là dans l'arène, puis envoyez des singes cannibales, enfin pas cannibales, mais comment dire, des singes complètement fous qui bouffent tout. Et donc c'est tout en image de synthèse, c'est super mal fait. Moi cette scène, j'étais comme ça. On est sur la première demi-heure du film, comprenez-moi bien. Ouais, première demi-heure du film, ouais, carrément, j'allais dire première 25 minutes, mais c'est pareil. Premier jeu dans le Colisée, on n'est pas dans le vrai Colisée, on est dans une petite arène de banlieue, et on y amène des singes donc qui vont bouffer les gladiateurs, qui n'ont rien pour se défendre à part leur chaîne. Donc il y a un gars qui se fait manger le cou, enfin c'est...
Voilà, et donc Halo, lui, se sort de ça en mordant le singe. Mais c'est super mal fait, parce que j'imagine l'acteur qui se débattait avec un coussin vert pendant le tournage et qui faisait « Ah oui, je vais te manger le bras, tiens, prends ça !» C'est comme ça qu'il s'en sort. En fait, il montre au singe qu'il est encore plus bestial que lui, donc le singe se dit « Oh là là, non, il est beaucoup trop fort. Voilà, je respecte cet homologue. » Donc non, ça ne marche pas. Premier jeu, déjà, moi j'ai fait « Oh !» Dites-vous bien qu'on passe d'une scène de bataille épique à des singes en images de synthèse éclatés au sol qui affrontent des mecs dans un colisée dont on ne sait rien, si ce n'est Halo. À ce moment-là du film, on ne sait pas encore qui il est, hein, c'est juste un pecno. Et voilà, donc tout le monde s'en sort, tout le monde s'en sort pas, pardon, mais certains meurent, se font manger, et lui devient un petit peu la figure de proue, quoi. Oh putain, il a bouffé un singe, incroyable ce mec. Oh, lui, je vais miser sur lui pour le prochain combat. Et voilà, ça commence comme ça. Un mec qui donne un petit peu d'espoir, qui va donner de l'espoir à ses congénères, vous l'avez vu venir, à la manière de ce que Maximus a fait dans le premier. Les gladiateurs, ses frères d'armes, vont commencer un petit peu à se mettre avec lui, vont l'écouter sur le terrain, donc il va être meneur d'hommes, et c'est comme ça que, du coup, il va s'en sortir pour les jeux à venir dans le Colisée. Il faut comprendre une chose, c'est que Halo, il nourrit un sentiment de haine absolument immense envers le général Acacius, puisque c'est lui qui a tué sa femme lorsqu'ils ont fait la conquête de son pays. Je vous ai un petit peu manqué ça dans l'information à donner, mais au tout départ, donc lui il est avec sa femme, ils n'ont pas d'enfant, hein, mais il est avec sa femme, et puis bah voilà, ils subissent l'attaque romaine, et sa femme, qui est archère, va se faire tuer sur ordre du général Acacius, qui va dire à ses hommes « Démontez-moi l'archère qui est là !» Elle se fait défoncer, et du coup Halo se fait prendre prisonnier juste après. Voilà, donc il va nourrir en fait l'espoir de pouvoir ramener le général Acacius, parce qu'en fait, quand vous avez atteint un certain niveau dans l'arène, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et on pourra vous donner ce que vous avez demandé. Et bien lui, il veut affronter le général Acacius, exactement comme Maximus a voulu affronter Commodore. Non mais désolé, je dois faire le rapport à chaque fois. De toute façon, petit flashback. Le film démarre sur un générique, un opening, avec une musique très entraînante. Alors la musique est très bonne, hein, c'est Harry Gregson Williams, excellent. Donc la musique démarre sur des images de peinture acrylique un petit peu du premier film. Et alors si vous n'avez pas vu Gladiator 1, c'est pas la peine de le revoir, hein, je vous encourage à le revoir évidemment parce que c'est génial, mais vous n'êtes pas obligé. Vous regardez simplement l'intro de Gladiator 2 et vous avez tout de A à Z en petites animations de peinture. Donc vous y retrouverez Russell Crowe qui n'était pas Russell Crowe à l'époque, et pardon. Donc vous le retrouvez et on voit un petit peu tout le cheminement du film jusqu'à sa mort dans l'arène après avoir défoncé Commodore. Voilà. Donc Maximus Meridius Decimus ou Maximus Decimus Meridius, c'est mieux comme ça. Vous avez son histoire qui vous est à nouveau rappelée. Voilà. Et donc, à un moment donné, il va se faire un nom, Halo, dans l'arène, hein, parce qu'il gagne tous ses combats avec tous ses frères d'armes et tout. Donc il va se faire remarquer, c'est surtout ça. Et il va avoir la visite de quelqu'un. Eh bien, c'est cette femme, hein, dont je vous ai parlé déjà en première partie, qui va reconnaître son fils. Lucius, les amis, c'était lui! Putain, mais ça on le savait depuis le début, mais je vous le disais pas, parce que, en vrai, c'est un petit peu comme le Père Noël. On va pas gâcher la surprise pour ceux qui y croient encore, hein. Donc c'est pour ça que je vous ai rien dit sur la première partie. Oui, Halo, c'est Lucius, c'est le fils de Maximus, soi-disant, parce que j'ai beaucoup de mal à concevoir le truc, enfin bref. Maximus, il avait des enfants dans le premier, hein, qui ont été tués et tout. Il avait un enfant, pas des enfants, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, sa famille a été tuée, voilà, on va rester là-dessus. Dans le premier film, Maximus, sa famille est tuée. Mais en fait, il s'avère que Lucius, c'était son fils, qu'il a eu lors d'une aventure passée avec la fille de Marc Aurèle. Hein, c'est la fille de Marc Aurèle dont je vous parle. Et donc, bah voilà, donc Lucius, à la fin de Gladiator 1, en fait, il s'avère que sa mère l'a caché et l'a expédié très très loin pour qu'il ne soit pas retrouvé par les successeurs de l'Empire. Et on dirait que je parle de Star Wars. C'est un petit peu Luke Skywalker, en fait. Mais ça me déchire la gueule de vous dire que c'est un petit peu Luke Skywalker. Mais voilà, c'est Luke Skywalker qui a été balancé sur Tatooine. Non mais franchement c'est ça, en plus je suis en train de me dire que ma métaphore est excellente. Parce que c'est ça. Il a été envoyé, voilà, et ensuite il est retrouvé un petit peu par inadvertance et ramené vivant. Voilà, il fait son ascension et tout.
il va avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il va avoir un combat 1v1 contre le général Acacius, sauf qu'Acacius, lui, bah ça y est, il sait qui il est. Puisqu'en fait, Acacius, c'est le nouveau mari de la fille de Marc Aurèle. Putain, vous avez compris le triangle là qui se passe? Donc, son beau-fils, si on peut dire, veut le buter. Sa femme, au général Cassius, c'est la mère du petit. Putain, comment on fait là? Donc, un combat s'engage, nul à chier le combat. Franchement. Le combat contre Hector et Achille de Troie dans le film Troie, qui est bien plus vieux, avec des moyens plus modestes, il lui met mais 20-0 par rapport à ce combat, qui est quand même le truc qu'on attend dans le film, parce que c'est ce qu'il arrête pas de dire. Je veux affronter le général Cassius. Il a tué ma femme. Sur son ordre, ma femme est morte. Voilà, toutes les façons qu'il a de le dire. Donc le combat s'engage, le général Cassius essaie de lui dire « Putain, arrête et tout, on est ensemble, machin, on œuvre pour la même chose, je souhaite renverser l'Empire, j'ai des gardes qui me sont loyaux, qui sont en périphérie de Rome, et qui, dès le matin du 7e jour, viendront assiéger la ville et renverser le pouvoir en place. » Voilà. Et le souci, bah, c'est qu'en fait tout ça va être révélé au grand jour, et là Denzel Washington arrive, et Denzel Washington devient encore plus détestable, puisque cette fois-ci il décide de mettre en lumière le plan fomenté par le général Acacius aux oreilles des empereurs. Les empereurs se sentant trahis, ils prennent Acacius, ils prennent son épouse, et allez, on envoie tout ça à la mort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc les deux vont crever. Il reste plus que Lucius alias Allo, ou Allo alias Lucius, faites comme vous voulez, et bien pour espérer renverser, poursuivre l'héritage de son beau-père, putain, et de sa mère retrouvée. C'est pareil, hein. Il retrouve sa mère, mais il s'est passé 20 piges, genre, je sais plus combien de temps il s'est passé, il le dit je crois dans le film, mais il s'est passé plus d'une dizaine d'années, je crois bien, et donc il a plus de 20 ans quoi, au moment des retrouvailles, et je crois qu'il avait 8 ans au moment de son départ, donc ouais, ça fait presque 20 piges qu'il est parti, et donc sa mère le retrouve, c'est hyper conflictuel entre les deux, lui il fait genre « Je ne suis pas celui que tu penses, ma mère ne m'aurait jamais abandonné de toute façon, et si elle l'a fait, bah... » Enfin je sais plus, mais il a un discours qui est les deux c'est mort quoi. Et genre, la nuit suivante, « Maman, je suis tellement content de t'avoir retrouvé. » Vous voyez pourquoi les séries marchent mieux que les films? Parce que là, l'ellipse temporelle qu'il y a eu, c'est sur 24 heures, mais dans une série, les retrouvailles émotionnelles avec sa mère aurait eu lieu des épisodes beaucoup plus lointains. Donc on aurait eu le temps de voir s'installer tout un circuit émotionnel amenant jusqu'à la situation finale. Là on l'a pas ce truc là, donc ça marche pas. Le mec, le mardi, sa mère c'est une giga prostituée, pour pas dire autre chose. Hein. Des fois je suis très vulgaire, des fois pas du tout, je m'en excuse. Mais voilà, c'est une grosse saloperie, il veut plus du tout entendre parler d'elle. Le mec il va se battre, il va faire des petits combats sur des bateaux dans l'eau, dans l'arène, et le lendemain c'est « Oh maman, je suis tellement content, on va poursuivre l'œuvre de ton défunt mari, qui est complètement mort à cause de lui, hein, d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Eh bien, allez, c'est parti. » Non. Bon, en tout cas, les empereurs, voilà, vont être dupés par Denzel Washington, qui en fait, lui, nourrit un espoir, nourrit une mission cachée de vengeance contre Rome, voilà, pour une obscure histoire qui est à peine racontée de son passé. Il n'avait rien et il voulait montrer que, en partant de rien, on pouvait tout avoir. Le rêve italien, tout le monde connaît le rêve italien, non? C'est le rêve américain, putain. Il nous fait ça, Denzel Washington, il nous bombarde de sa manière de jouer qui est terrible, là. Enfin, j'ai pas aimé. Non, mais j'ai pas aimé, je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, à la fin, Denzel Washington, il est carrément le nouveau souverain, le nouveau régent temporaire de Rome. Il arrive à se défaire des deux empereurs d'une manière complètement nulle à chier, franchement. Il leur retourne leur cerveau à l'un puis à l'autre, et du coup les deux frères finissent par s'entretuer. Enfin, c'est complètement dingue. Il y a quand même des scènes très gore. J'ai pas compris Ridley Scott à ce moment-là, je me suis dit il a juste envie de choquer son public pour faire... En fait, je crois, ça c'est mon sentiment, rétrospectivement, quand je me repasse le film là, je me dis Ridley Scott, il savait que le film premier du nom, Gladiator, serait plus mémorable quoi qu'il arrive que le deuxième, parce que les choses racontées dans le premier étaient nouvelles, on avait tout ce truc de surprise, la fin qui nous a scotché, et il s'est dit putain le 2 pourra pas
autant marquer les gens. Alors, je vais mettre des scènes extrêmement gore, parce que ça au moins, c'est un point d'ancrage pour que les gens se souviennent de mon film. On s'est regardé avec mes potes, et on s'est dit, mais... Oh putain, à un moment donné, il y a un gars qui se fait découper, mais vous le voyez vraiment se faire découper la tête. Et puis, on est là, d'ailleurs, on a un parti spoiler, donc je vous le dis, c'est l'un des frères empereurs, là. Il se fait décapiter, puis après, il vient avec sa tête au Sénat, puis il fait, voilà, donc, il vous parle, il fait parler un petit peu comme ça. J'ai dit, mais c'est dingue de faire ça. C'est juste pour choquer le public, et vous dire, vous avez vu, il y a des moments marquants dans mon film. Mais c'est pas comme ça qu'on veut marquer les gens, mon cher Ridley. En fait, les gens, on les marque avec des scènes mémorables, avec une histoire, et c'est un tout, c'est une alchimie qui fait qu'un moment est marquant. C'est pas juste, tu balances des poches d'hémoglobine dans tous les sens en disant « Regardez, j'ai une tête que j'ai coupée, c'est celle de l'empereur. Waouh, ce film est génial !» Non, ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché qu'avec moi. Enfin, il n'y a pas qu'avec moi que ça n'a pas marché, pardon. Tous les gens avec qui je l'ai vu n'ont pas aimé le film. Certains ont été plus modérés que moi. Moi, je fais partie de ceux qui ont le moins aimé vraiment. Ceux qui disent qu'on a perdu 2 heures de notre temps, voilà, à la manière de Joker. C'est pas possible, quoi. Donc, je vous le dis, la fin, c'est ça. Hein, la fin, c'est Lucius, du coup, qui devient le nouvel espoir de Rome. Il arrive à rassembler les prétoriens qui étaient fidèles aux empereurs avec la garde, les légionnaires du général Cassius. À 2, ils ne forment plus qu'un, une seule et même armée. Et il y aura peut-être Gladiator 3 pour nous raconter la suite. Mais moi, ça sera sans moi, les gars. Si c'est le cas, de toute façon, Ridley Scott, il a quoi? Il a 86 ans, 84 ans, je sais plus. Il n'y aura pas de Gladiator 3. Faut pas qu'il y ait de Gladiator 3. Il fallait déjà pas qu'il y ait le 2. Bref, je vais m'arrêter là. Vous avez compris que je n'ai pas du tout aimé. Les choses à sauver, je les ai dites en première partie. Je ne les redirai pas ici, ça sert à rien. Parce que pour moi, un film aujourd'hui, si on considère qu'il est joli, donc c'est un bon film, là, on va droit dans le mur, les gars. Parce qu'aujourd'hui, toutes les caméras sont capables de faire des belles images si l'œil du réalisateur est suffisant. Donc non. Non. Merci à tous d'avoir écouté et regardé cet épisode. J'espère que le prochain débrief ciné sera cool. Si c'est un film d'animation, il y a de grandes chances. Donc, jusqu'à preuve du contraire, si c'est du live action, là, on est sur une pente descendante. Merci et à très vite, les amis. Ciao.